Les candidats doivent... Alors, dès qu'on aura fini de se mettre en place, on va pouvoir commencer. On n'est pas bien là? On n'est pas bien si on est Tu as quelque chose à dire qui est... Bon, bonsoir et très heureux d'être là à Morsas-la-Nouvelle pour ce beau meeting qui s'annonce un beau meeting dans les Landes. Alors c'est vrai qu'on est un peu habitué, mais c'est avec un très grand plaisir qu'on reçoit de nouveau Raphaël dans cette salle où il était venu il y a 5 ans. Et c'était un grand souvenir déjà. Et mon Dieu, que le temps est passé vite. Et on ne regrette pas que tu reviennes, parce que depuis 5 ans, tu as fait, la délégation française a fait beaucoup de choses. Et on est très fiers de ce que tu as pu faire avec la délégation française au Parlement européen. Et en tant que socialiste, parce que je suis aussi premier fédéral de la Fédération des Landes du Parti Socialiste, en plus d'être candidat sur la liste, très fier de la ligne politique qui a été défendue. Et je trouve que ça a été... C'est rare finalement qu'un député européen soit reconnu en tant que député européen pour son œuvre dans les élections européennes. On met souvent des têtes d'affiche nationales, mais tu es par excellence celui qui défend l'Europe, l'action du Parlement européen, vraiment, mais en conviction et avec, je dirais, cohérence par rapport aux valeurs que l'on défend. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de te recevoir encore ici à Mont-de-Marsan. À Morsas. Voilà, ça c'est fait. Et bien sûr, un immense plaisir de recevoir notre candidat, le Spitzenkandidat du Parti Socialiste Européen pour la Commission Européenne, Nicolas Schmit, qui a été un remarquable commissaire aux affaires sociales pendant ce mandat dans la Commission, qui a réussi à sortir, je dirais au forceps, un certain nombre de textes, et notamment le texte sur les travailleurs des plateformes. Et je sais que ça a été un grand travail, notamment avec Raphaël et le groupe socialiste, pour sortir ce texte. Malgré l'opposition, il faut le dire, du gouvernement Macron, jusqu'au dernier moment, au point de rester seul face à tous les autres pays. Mais on a tenu, et finalement, le Conseil, le Parlement européen, a voté ce texte qu'il faudra mettre en action, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail encore pour qu'il soit mis en action. Donc un grand plaisir de te recevoir, et en espérant que tu sois notre, non seulement Spitzenkandidat, mais notre futur président de la Commission européenne. Parce que ça, pour nous, c'est essentiel. Et je tiens à dire, un des enjeux de cette élection, c'est pas tellement de savoir ce que telle ou telle liste va faire à l'échelle nationale, mais c'est quel bloc va l'emporter réellement le 9 juin à l'échelle du Parlement européen pour notamment guider les affaires de la Commission européenne et avoir un agenda social et environnemental digne de ce nom à l'échelle de ce continent qui en a bien besoin. Parce que Raphaël le dira sûrement mieux que moi, mais on a une période clé, peut-être un moment qu'on n'a pas vécu en dehors de 1945 et 1989 sur ce continent. Vraiment un moment où les choses peuvent basculer. Je pense qu'elles peuvent basculer du bon côté si notre liste fait un bon score, si les socialistes, les sociodémocrates à l'échelle européenne font un bon score, on pourra sortir par le haut et avoir un projet, je dirais, qui amène les Européens à croire dans ce projet européen qui nous a garanti la paix. Maintenant, il faut qu'il garantisse la paix, mais aussi la prospérité de l'ensemble des citoyens européens et aussi de ceux qui viennent sur ce continent. Voilà ce que je voulais dire en introduction, mon cher Raphaël. Et j'oubliais évidemment Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Voilà, j'ai déjà dit Mont-de-Marsan à Morsas-la-Nouvelle. Mais c'est évidemment une grande fierté pour nous et pour moi de recevoir Olivier Faure ici, qui a su trouver le moyen de cette entente politique qui nous permet d'espérer le 9 juin quelque chose de beau, de grand pour nous tous. Donc encore merci de ta présence, Olivier, et ça me fait chaud au corps. Après, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des élus landais, vous les connaissez pour la plupart, et bien sûr qu'ils sont à fond dans cette campagne. Vous imaginez que dans les Landes, évidemment, la campagne bat son plein, qu'on multiplie les réunions publiques.
Celle-ci est peut-être la plus grande de celles que l'on a prévues. On en a déjà fait 3. Donc il y a une campagne intense. Et je sais que c'est la même aussi dans l'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine, parce que je suis aussi conseiller régional, donc ça me permet aussi de voyager un peu dans tous les départements, et c'est avec grand plaisir que je vois l'entrain, l'enthousiasme qu'il y a derrière cette campagne, menée de main de maître aujourd'hui par Raphaël Glucksmann. Et je lui laisse la parole. Ah mais c'est des journalistes, c'est pas le meeting. Quand même. Un devoir de neutralité, d'objectivité, il ne faut pas s'attendre à des ovations. On a pris l'habitude maintenant, mais il faut se vrai. Déjà, bonsoir, et dire que c'est un immense plaisir de revenir dans une campagne qui était sans doute plus difficile, où on a dû plus ramer et plus sortir les rames. Donc, moi, c'était un excellent souvenir, le meeting qu'on avait organisé ici. Un meeting vraiment chaleureux, puissant, qui nous avait donné de l'énergie. Et donc, au début de la campagne, déjà, c'était une des premières dates qu'on avait, une des premières dates de meeting qu'on avait cochées, parce que je tenais vraiment à revenir ici et à retrouver cette chaleur socialiste des Landes, hein, qui n'a pas d'égal ailleurs en France. C'est bien. C'est bien. C'est enregistré. Ne diffusez pas trop tard parce que j'ai encore pas mal d'endroits où aller. Et je vais me faire recevoir avec des tomates. Ça va, merci. C'est l'enthousiasme qui parle. Et donc, non, t'as raison, c'est un moment qui est un moment de bascule pour l'Europe. Un moment de bascule pour l'Europe parce que la guerre a fait son retour sur notre continent, parce qu'il y a la perspective d'une élection de Donald Trump aux États-Unis le 5 novembre, et donc que l'Europe pourrait se retrouver seule, parce que la catastrophe climatique s'accélère, parce qu'il y a une crise sociale qui gronde dans tous les pays européens, et parce que la démocratie, qu'on pensait sans doute à tort éternelle ou acquise, s'avère fragile et fait face à une vague d'extrême droite qui balaie l'ensemble du continent. Et ces élections qui ont lieu dans un moment grave sont décisives. Et nous, notre position depuis le début, avec Oliver Faure, c'est précisément de parler du sujet de l'élection. Du sujet de l'élection, c'est-à-dire l'avenir de l'Europe. De ne pas se focaliser sur les attaques des uns et des autres, mais de maintenir un cap clair et de parler. De parler d'Europe, de parler de la sécurité du continent européen, de parler de la transformation écologique, de parler de la solidarité sociale qui doit être au cœur des politiques européennes. C'est l'axe de notre campagne et on va s'y tenir jusqu'au bout. Et je crois que c'est ça qui entraîne la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a vu l'étendue du désastre des incendies qui est en et donc on est centré ce soir aussi sur la question du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique, de la capacité de l'Europe à faire face aux catastrophes qui vont se succéder. Et donc on est dans un moment qui est à la fois un moment grave et un moment d'enthousiasme. Parce que je suis d'accord avec toi. Notre avenir, on le décide en fait. Et donc, en réalité, si on arrive à convaincre, à faire grandir l'espérance, eh bien, il est fort possible qu'émerge du chaos actuel une puissance européenne solidaire, écologiste, démocratique, sociale, une puissance qui reprenne en main l'avenir et le cours des choses. Et donc c'est un moment d'opportunité. Mais pour ça, il faut que partout en Europe, on ait une mobilisation forte au moment des élections et qu'on arrive à avoir un héritier de Jacques Delors à la tête de la Commission européenne. Et cet héritier, il est là, c'est Nicolas Schmit, et il faut qu'on gagne en Europe pour qu'il devienne président de la Commission européenne. Merci, cher Nicolas, d'être là. C'est toujours un plaisir de faire campagne ensemble.
et c'est un moment décisif pour notre continent. Merci Raphaël, merci chers amis. Bon, d'abord, c'est un grand honneur d'être considéré comme un héritier de Jacques Delors. Je dirais qu'il est temps que les choses changent à la tête de la Commission, puisque pendant 20 ans, on peut dire peut-être aussi 25 ans, la droite dirige la Commission. Et donc, dans beaucoup de domaines, elle a failli. Elle n'a pas voulu construire une Europe qui correspondait à l'idée de Delors, que Delors avait lancée, puisque très vite on est passé à une Europe tout à fait néolibérale, sans aucune dimension sociale. On est passé à une Europe ouverte, sans prendre en considération les changements à l'échelle de l'économie mondiale, et on a vu des régions entières en souffrir, avec des emplois qui disparaissaient, des activités qui étaient anéanties. Et je crois que maintenant, il faut prendre conscience qu'il faut un peu réécrire le logiciel européen. Et je crois que les seuls qui sont capables de réécrire le logiciel européen dans un sens constructif, mais aussi dans un sens qui effectivement donne de la sécurité aux Européens. Et quand je parle de sécurité, je ne pense pas à construire une défense européenne, qui effectivement est une nécessité. Et je dis ça, pas de gaieté de cœur. Moi, j'aurais préféré que l'Europe ne doive pas investir davantage d'argent dans sa défense. Mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, et qu'on fait l'objet déjà maintenant d'une réelle agression, notamment de la part de la Russie et de Poutine, à travers l'Ukraine, mais aussi déjà sur notre territoire, avec une guerre larvée, avec des interférences, avec des influences, avec des achats, notamment des corruptions de politiciens, notamment à l'extrême droite, et c'est démontré, qui jouent non pas le jeu de l'Europe, mais qui jouent le jeu de ceux qui veulent détruire l'Europe. Détruire l'Europe, c'est-à-dire détruire les vraies solidarités. Et jamais auparavant, les Européens, tous les Européens, n'avaient autant besoin d'une solidarité. Nous faisons face à un changement à l'échelle globale au sein de l'économie. Nous avons des projets importants et urgents, notamment la mise en œuvre d'une vraie politique climatique. La droite, ce qu'elle nous dit, parce qu'elle prend peur, n'est-ce pas? Elle prend peur parce qu'effectivement, elle écoute ce que l'extrême droite dit, elle a peur, donc elle se penche maintenant, elle évolue vers l'extrême droite, y compris d'ailleurs la présidente de la Commission. Elle n'assume même plus son propre, ou notre, puisque ce n'est pas son bilan, c'est le bilan de la Commission, qui sont notamment les politiques en matière de climat. Maintenant, elle commence à tergiverser et à ouvrir la porte à l'extrême droite. Et donc, la seule garantie pour qu'on puisse avoir un projet européen, d'abord social, puisqu'on a mis le social au cœur du projet européen. Ce n'est pas parfait, je le dis. Il y a des choses encore à faire. Mais avec une directive sur le salaire minimum, on va dire en France, on a le SMIC, ce n'est pas pour nous très important. C'est faux. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas tellement changer le SMIC en France. Peut-être il y a trop de gens d'ailleurs qui gagnent que le SMIC. Ça, c'est encore un autre débat. Mais que, effectivement, le dumping salarial s'arrête en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des pays misent tout sur les salaires extrêmement bas. Et donc, il faut que l'Europe se retrouve, non pas sur la concurrence salariale entre pays, mais sur un projet constructif, sur l'industrie, sur les nouvelles activités, sur l'innovation. C'est ça ce qu'on veut faire avancer. Et donc, les salaires, c'est important, c'est fondamental.
Mais il ne faut pas que les salaires soient la variable d'ajustement. Donc, comme en France, il y a un débat sur les salaires, j'étais hier en Roumanie, il y a un débat sur les salaires en Roumanie. Et pourquoi d'ailleurs les pauvres travailleurs roumains qui construisent aussi des voitures gagnent 3 fois moins que les travailleurs français ou que les travailleurs allemands. Donc je crois qu'il y a de l'égalité, il y a une nécessité de travailler là-dessus. Et donc c'est ça notre projet, c'est peut-être ça l'héritage aussi de Delors, d'avoir une économie forte, mais une économie forte qui allie le social à l'innovation, au progrès économique et social, qui ne voit pas une antinomie, une contradiction entre l'économie et le social. Moi, j'ai l'honneur, grâce aussi au soutien notamment aussi d'Olivier, grâce au soutien du PS français, de porter ce projet à l'échelle européenne. On se bat beaucoup, et d'ailleurs, je dis toujours, quand je suis dans d'autres pays, j'étais en Italie, où il y a aussi une réelle dynamique, je dois dire, parce qu'ils sont aussi dans une situation difficile, puisqu'ils doivent se battre contre l'extrême droite qui est au pouvoir et qui montre d'ailleurs en Italie son vrai visage, son visage antisocial, puisque la première mesure qu'ils ont faite, c'était de démanteler le revenu minimum, c'est-à-dire de frapper les plus pauvres, et maintenant de s'attaquer aux libertés publiques et aux libertés notamment et aux droits des femmes comme des médias. Donc je crois que ce combat contre l'extrême droite en France, comme partout en Europe, est au centre, mais il ne suffit pas, il faut que ce combat soit allié à notre projet pour montrer que nous avons un vrai projet solidaire pour l'Europe et que les Européens ne peuvent pas simplement considérer que ces élections ne soient pas des élections fondamentales. Parce que beaucoup de gens disent oh, les élections européennes, c'est finalement pour donner une leçon à X ou Y, et puis on va voter pour tel, puisque de toute façon, ça n'a pas de grandes applications. Non, ces élections sont capitales, et franchement, on a besoin d'un groupe socialiste français fort au sein du groupe socialiste, parce que Raphaël, tu t'es battu sur beaucoup de chantiers, et d'autres collègues aussi, je ne sais pas où il est, Eric, sur l'agriculture, sur d'autres sujets, et on a besoin de la France, on a besoin du PS français au sein du groupe socialiste pour porter ce projet socialiste et pour faire avancer l'Europe dans le sens des citoyens et dans le sens aussi d'une meilleure protection d'ailleurs des citoyens qui parfois doutent de l'Europe quand l'Europe prend ce visage tout à fait trop néolibéral. On n'applaudit pas, mais on approuve. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de projet environnemental. Vous avez parlé tout à l'heure de projet environnemental, de dossier cet après-midi en Gironde de 30 000 hectares de forêt. Vous ne pas ou... Ouais, il faut parler plus fort parce que. Vous avez dit tout à l'heure en Gironde, plus de 30 000 hectares de forêt envolés il y a 2 ans. Quelle est votre proposition pour lutter contre cette menace avec le changement climatique, les incendies à l'échelle européenne? On a deux axes. D'abord, la lutte en soi contre le dérèglement climatique qui est au cœur même du projet. Et ensuite, le deuxième axe qui correspond à votre question, c'est-à-dire l'adaptation. Il y a une tendance naturelle dans l'âme humaine qui est de renier sur ce qui ne semble pas immédiatement nécessaire quand on fait un budget, par exemple. De repousser la perspective des catastrophes tant qu'elles n'arrivent pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est une agence européenne qui permette d'anticiper et de coordonner la réponse aux catastrophes qui ne manqueront pas d'arriver, et ce, malheureusement, de plus en plus souvent. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir un véritable régime de catastrophes naturelles à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut, c'est une coordination plus rapide encore et plus efficace des moyens mis à disposition. Notons que lors des immenses incendies, il y a eu une réponse européenne.
il y a eu l'arrivée de... Voilà, mais j'allais y venir, c'était la deuxième partie de ma phrase, vous anticipez. Il y a eu cette réponse, mais elle a été trop tardive et on a noté un manque de moyens. Et donc ce qu'il faut, c'est une coordination beaucoup plus forte à l'échelle européenne et une anticipation beaucoup plus grande. Vous savez, il y a une institution en Finlande qui anticipe les catastrophes. Elle a notamment, d'ailleurs, elle a été fondée pour anticiper les catastrophes liées à l'effondrement climatique, mais elle a notamment anticipé, moi j'ai discuté avec eux, elle a notamment anticipé la guerre en Ukraine, à un moment où tout le monde faisait semblant en Europe de croire qu'elle n'arriverait pas parce que c'était trop violent à concevoir qu'elle arrive. Eh bien, ils avaient fait des stocks, ils avaient prévu, ils avaient anticipé la hausse des prix de l'énergie et c'était leur rôle. Eh bien, il nous faut cette institution à l'échelle du continent européen parce que la Grèce seule ne s'en sortirait pas, la France seule ne s'en sortira pas, l'Allemagne seule même ne s'en sortira pas. Par contre, si on coordonne nos moyens à l'échelle du continent européen, on pourra répondre de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus rapide aux crises. Et donc là aussi, dans la perspective, évidemment, dans la perspective de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est évident qu'on a besoin de l'Europe. Mais dans la perspective aussi de la réponse aux catastrophes liées au dérèglement climatique. Et donc nous, on va porter cette coordination à l'échelle européenne d'anticipation des catastrophes. Parce que c'est les incendies, mais c'est aussi les inondations, enfin c'est tous les phénomènes liés au dérèglement. Et ce matin, on était par exemple avec un maraîcher, et là aussi l'Europe, on a besoin de l'Europe, sur une refonte de la politique agricole commune. En fait, tous les sujets qu'on rencontre, je sais qu'il y a souvent une désaffection pour ces élections, tu en as parlé, ou le sentiment que l'Europe est lointaine. Mais en réalité, tous les sujets de notre vie quotidienne sont impactés par les décisions qui sont prises à l'échelle européenne. Et ce matin, la discussion, c'était sur la transition écologique et l'agriculture, sur les inégalités de revenus au sein du monde agricole. Et bien à chaque fois, la discussion revenait sur la politique agricole commune. Et donc nous portons une refonte de la politique agricole commune, pour faire en sorte que ce ne soit pas une politique qui fonde les subventions sur l'hectare et qui fait qu'en gros, les grands exploitants de la Beauce vont tirer leur épingle du jeu des subventions publiques quand les petits maraîchers ou les éleveurs vont travailler 70 heures par semaine, toucher 700 € par mois et finalement toucher une portion congrue de la politique agricole commune. Et donc passer des subventions à l'hectare vers des subventions à l'emploi et à l'utilité écologique. Une subvention publique, ça doit correspondre au cap fixé par le politique. Et là, la politique agricole commune manque de cap, et en règle générale, l'Union européenne a besoin d'un cap beaucoup plus clair, et c'est celui qu'on porte. Est-ce que le bloc socialiste européen, au point de vue institutionnel, a un projet de nouveau traité qui pourrait être approuvé enfin par tous les pays européens, tous les peuples européens? Parce qu'il y a 20 ans, le traité était plutôt rejeté par les référendums aux Pays-Bas, je pense. L'Irlande s'était mal barrée, en France. Et on a cette base-là aussi de mécontentement, je pense, en Europe. Bon, je crois qu'on a besoin de réviser les traités, notamment en vue d'élargissement futur. Donc, par exemple, l'unanimité à 27, c'est déjà un problème. Surtout quand vous avez des pays qui ne jouent pas le jeu. La Hongrie peut bloquer sur un certain nombre de sujets, que ce soit par exemple le sujet en matière de sanctions contre les Russes, en matière d'aide aux Ukrainiens, la Hongrie peut aider. D'autres pays peuvent bloquer sur d'autres sujets. Je ne vais pas aller dans les détails, n'est-ce pas? Mais donc je pense qu'il faut effectivement aménager, ajuster
les traités actuels. Il y a aussi des chapitres qui ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Par exemple, le chapitre social a été grosso modo rédigé en 57, un peu corrigé après, mais il ne connaît pas les plateformes, évidemment, puisque les plateformes, c'est quelque chose de récent, les nouvelles formes de travail, donc il faudrait moderniser le traité. Est-ce que notre principal objectif, c'est de faire un grand nouveau traité? Là, je resterai prudent. Je crois qu'il faut aménager, il faut réviser sur certains points le traité. Si nous avons l'occasion d'avoir une vraie dynamique européenne pour refonder les traités ou relancer la discussion, pourquoi pas? Mais je crois que les Européens n'attendent pas maintenant une refonte des traités. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils exigent, c'est des politiques. C'est des politiques qui les aident, des politiques qui préparent l'avenir, que ce soit sur l'industrie, sur l'écologie, sur le social et sur d'autres domaines. C'est ça qu'il faut faire. Que les révisions du traité puissent nous aider, oui, et donc il faut voir comment on va faire avancer cela. Si on parle un mot sur votre position sur la situation nouvelle que vous vivez, donc plutôt deux mots, votre position sur le budget du corps électoral, et est-ce que vous considérez que la réponse apportée par le gouvernement, plutôt sécuritaire, état d'urgence, couvre-feu et renfort, est-ce qu'elle est à la hauteur? Donc deux questions. Il faut le retour à l'ordre et il faut la paix civile. Mais cela ne passera pas par des mesures uniquement sécuritaires. Cela passera par un changement de méthode. Cela passera par le retour à l'esprit qui habitait Michel Rocard, qui habitait ensuite Lionel Jospin. La méthode des accords de Matignon, de l'accord de Nouméa, la méthode qui prévalait jusque-là, jusqu'à très récemment, jusqu'à la première partie d'ailleurs du premier mandat d'Emmanuel Macron. Il y a eu un changement de méthode, et ce changement de méthode, dans une situation inflammable, a été à l'origine de la crise. Et donc il faut suspendre la révision constitutionnelle et il faut revenir à cette fabrique du consensus local qui a dicté les politiques pendant des décennies maintenant, et qui doit redevenir la règle. Moi je pense que la méthode du passage en force est dangereuse. Et donc il y aura bien sûr la nécessité, il y a bien sûr la nécessité de revenir à l'ordre, mais l'ordre, ça suppose aussi le dialogue. Il y a une dernière question, sinon on clôture la conférence de presse. Comment les socialistes européens veulent réindustrialiser l'Europe face à la concurrence chinoise, par exemple? Défendre les intérêts des productions européennes, défendre les intérêts des producteurs européens, arrêter la naïveté. Vous savez, quand les Canadiens identifient du dumping chinois, 235% de taxes à l'entrée. Là, aujourd'hui, on a quoi? On a une situation où c'est une stratégie de la Chine d'éradiquer, de ratiboiser notre production. On avait des champions industriels, par exemple, dans le photovoltaïque. Là, quand on va parler avec les dirigeants de Sistovi, qui était une entreprise florissante, près de Nantes, le Carquefou, là, ils vous expliquent. Les Chinois, ils ont divisé leur prix par 4. D'un seul coup. Et en 5 mois, une entreprise florissante met la clé sous la porte. Et partout où je vais, parce que moi je fais une campagne où je veux aller dans les usines. Et partout où je vais, pour aller parler avec ceux qui font notre industrie, partout, c'est le même message. Partout. On ne va pas s'en sortir si l'échelon politique ne défend pas nos productions. Donc nous, ce qu'on porte, c'est un Buy European Act qui réserve en priorité les productions, les commandes publiques européennes aux productions européennes. C'est de développer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est d'assumer une politique de protection de nos productions. Vous savez, on a eu trop longtemps, tu parlais de politique néolibérale,
Mais au-delà de ça, on a considéré les Européens comme des consommateurs. Des consommateurs. Il faut penser aux consommateurs. C'est le consommateur, c'est le consommateur. Oui, d'accord, bien sûr qu'il faut penser aux consommateurs. Mais si on n'est plus producteur de rien, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus consommateur. Hein? On va faire comment? Est-ce qu'un continent qui ne produit pas est un continent libre? C'est impossible. Or, c'est ce qui va nous pendre au nez, c'est ce qui nous pend au nez si on ne rompt pas avec la naïveté. Ça passe par des investissements massifs pour créer les champions industriels européens dans les industries de la transition, dans l'industrie du numérique. Ça passe par des politiques qui favorisent les productions européennes et ça passe par la fin de la religion du libre-échange généralisé. Ces trois axes sont au cœur de notre projet. Et vraiment, nous, moi j'ai voulu une campagne centrée sur l'industrie. Parce que je pense que la question de la production de notre propre destin, donc ça passe par la production de notre sécurité, ne plus dépendre simplement de sécurité produite aux États-Unis, ça passe par la production de notre énergie. C'est pour ça que la révolution énergétique et la fin de l'addiction européenne au pétrole et au gaz, c'est pas simplement un enjeu climatique, c'est un enjeu de souveraineté. Et ça passe par le rapatriement des chaînes de valeur des secteurs stratégiques en Europe. On ne va pas vivre si la Chine contrôle 100% des chaînes de valeur des industries clés et stratégiques. Or, sans réaction politique européenne, voilà, sans réaction, oui c'est le cas parce qu'on a laissé faire, et donc sans réaction politique européenne, et ça ne peut se faire qu'à l'échelle du continent européen, la France seule ne pourra jamais le faire, sans réaction politique européenne, c'est ce qui se produira. Et on se retrouvera dans un monde où on s'est libéré du gaz de Vladimir Poutine pour s'offrir dans tout le reste à la Chine. Ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment un changement de cap là qu'on propose. J'ai juste une petite question, donc je recentre un petit peu dans les Landes. Là, vous êtes à Morsinx, le fief historique du PS. En 2022, Marine Le Pen arrive en tête aux élections présidentielles. Comment vous l'analysez? Comment vous pensez contrer, même si je sais que là, on parle d'élections européennes? C'est pas sans lien avec la question précédente. Hein. Nous, deux choses. Première chose, nous ne céderons à rien. À rien. Nous ne sommes pas Emmanuel Macron. Nous ne céderons rien. Nous ne courtiserons pas. Nous ne ferons pas semblant. Nous sommes dans une opposition frontale avec l'extrême droite et nous serons la véritable résistance. Hein, vous avez tous noté qu'aux Pays-Bas, les libéraux se sont à nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, alliés à l'extrême droite et qu'il n'y a pas de sanction ou d'exclusion encore de ces libéraux qui s'allient à l'extrême droite parce qu'il n'y a pas eu de cas, ça n'a pas été le cas en Suède et ça. Nous ne ferons pas la voie d'immigration, nous ne ferons pas de courbettes face à l'extrême droite. Nous serons la résistance. Mais ça ne suffit pas de dire non pas ça. Il faut faire ce dont on parlait juste avant. Montrer que nous avons un projet qui rend la puissance publique puissante, qui rompt avec le sentiment d'impuissance, de déclassement, de déclin qui habite notre société, qui rompt avec le laisser-faire, laisser-passer, qui permet réellement de reprendre les choses en main. Parce que sinon, si on ne répond pas aux angoisses, qui sont des angoisses fondées dans les faits, eh bien, ce sera la réponse de l'extrême droite qui sera choisie. Et c'est le cas partout en Europe. C'est le cas ici, c'est le cas en Europe en général. On est à un moment, quand on dit la croisée des chemins, c'est pas une phrase, c'est pas une formule de campagne. On est vraiment à la croisée des chemins. Là, la bascule, c'est comme les dominos. Hein. Je tiens une pub quand j'étais petit de sucre. Et on est à ce moment-là de l'histoire européenne. Et donc en fait, c'est pas. Hein? C'est une très vieille pub. Ouais, mais moi je fais. Ouais, bien sûr, mais en plus mes références sont encore plus vieilles que moi. Donc, mais elle était géniale, hein? La pub. Moi j'étais fasciné par ça. Bref, mais malheureusement là, la situation elle est vraiment grave. Et c'est une réponse sur le fond. C'est une réponse sur le déclin, c'est une réponse sur l'impuissance, c'est une réponse aussi sur le délaissement des classes populaires. Je veux dire, moi j'ai vu passer des tweets qui se moquaient de Colombe. Et c'est vraiment
l'antithèse de ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit entendre. On doit entendre la misère, on doit entendre l'abandon, le sentiment d'abandon, et on doit entendre... Moi, c'est juste... Après, j'arrête parce que je me sens mieux que je suis trop long, mais j'ai une phrase qui me trotte dans la tête depuis des années et des années. C'était au moment où il y avait ce qu'on appelait, ce qui résumait en soi la démission de la République française, la jungle de Calais, là où des milliers d'exilés étaient entassés dans la boue. Et j'étais resté longtemps dans le camp d'exilés. Après, j'avais été parler avec les riverains. Et il y avait une dame qui m'avait dit cette phrase, qui était militante au Rassemblement, enfin, au Front National, et qui m'avait dit cette phrase, qui m'avait dit, mais parce qu'elle était vraiment très sympathique, on avait une grande discussion, je lui ai dit, mais pourquoi Je lui ai dit, mais Marine Le Pen, Marine, elle l'appelait bien, c'est la seule qui a pas honte de nous sur la photo. Et je crois que cette phrase disait beaucoup d'un gouffre qui s'est creusé. Et que nous, on doit avoir comme mission de combler. Alors ça ne se fera pas en un mois. J'ai beaucoup d'espoir sur notre campagne électorale, mais ça ne se fera pas en un mois. Ce sera un travail long, difficile, mais qui doit être mené. Donc, 2 axes de front. Nous ne céderons rien aux escrocs de l'extrême droite, aux dangers de l'extrême droite, mais par contre, nous prendrons notre bâton de pèlerin et nous comblerons le fossé qui s'est creusé et nous répondrons aux véritables problèmes qui nourrissent la dynamique de l'extrême droite. Merci beaucoup.